Vous écoutez l'affaire Clearstream, 5e partie. Le 26 février 2003, Imad Laoud, en mission pour les services de renseignement extérieur, se rend à Metz rencontrer le journaliste Denis Robert. Ce matin d'hiver, le journaliste ne sait pas qu'il a face à lui un correspondant de la DGSE. Imad Laoud veut se procurer les listings de la chambre de compensation Clearstream. Denis Robert les a. Ce jour-là, Imad Laoud n'est pas encore le faussaire qu'il deviendra. Pourtant, un détail de sa rencontre avec Denis Robert a une saveur toute particulière. Denis a été extrêmement gentil et très ouvert. Je vais le voir. Il m'attendait à la gare avec quelqu'un, je crois. Imad Laoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Et donc on se voit. Et là, on va tous les deux tout seuls à son bureau. Il me dit que voilà, son frère s'appelle Marwan Laoud, il est président de la branche armement de chez EADS. Enfin, c'est quelqu'un qui a un état civil, c'est quelqu'un qui ne ment pas sur son identité. Denis Robert, journaliste et écrivain. Donc j'ai aucune raison de mettre en cause ce type, quoi. Et il m'explique qu'il a besoin de mes listings pour retrouver la trace de partenaires financiers à lui. C'est-à-dire qu'il me demande, il est très précis. À un moment donné, il a une question, il me dit, est-ce que Gomez a un compte, est-ce que tu as retrouvé un nom qui est Gomez dans tes listings? Et je dis, je ne sais rien, je dis, en principe, il n'y a pas de nom de particulier, mais parfois, on trouve des gestionnaires de comptes, c'est-à-dire qu'on trouve des noms de banque avec un nom d'une personne privée à coller. Donc je dis, il y a peut-être Gomez, et donc on fait défiler le listing, et il retrouve un compte avec le nom de Gomez. Il me dit, le patron de Thomson, et le patron de Thomson a des comptes chez Clearstream. Et effectivement, je suis surpris de découvrir que un Gomez a un compte, alors je crois que c'est un compte en Colombie, et le nom c'est Hugo Caceres Gomez. J'ai dû lui dire, écoute, il y a un Gomez, c'est effectivement troublant, mais c'est pas Alain Gomez. Il n'y a pas écrit Alain, il y a écrit Hugo Caceres Gomez. Quand Imad Laoud rencontre Denis Robert, il est déjà agent secret pour la DGSE. Vanessa Ratignier, journaliste. Il a rencontré le général Philippe Rondeau, qui travaille pour Michel Alliot-Marie. Il est sur le point de signer un contrat de consultant avec EADS. Et donc, quand il récupère les listings du journaliste sur Clearstream, il est tout de suite sur Alain Gomez. Donc, on a vraiment l'impression qu'il est en train d'essayer d'ouvrir différentes pistes. Peut-être que ça éclaire la vraie nature d'Imad Laoud. Pierre Péon, journaliste. C'est que c'est un joueur. Il apparaît en tout cas que Gomez est essentiel dans son jeu. Même si c'est seulement peut-être plus tard qu'on va comprendre pourquoi il y a Gomez. Le nom d'un grand patron du complexe militaro-industriel français n'a bien sûr rien à voir avec la mission confiée à Imad Laoud par les services de renseignement extérieur, retracer les circuits financiers de Ben Laden. Ce 26 février 2003, chez Denis Robert, Imad Laoud a sans doute une autre idée en tête. Le nom d'Alain Gomez évoque une seule chose, le cercle très fermé des marchands d'armes et des grands contrats militaires, une zone grise au cœur de l'État français. Dans ce monde, il est une bataille secrète qu'Imad Laoud, en cherchant ce nom, semble parfaitement connaître. Une bataille qui a commencé à la fin de la guerre froide. Alors à la tête des études stratégiques du fabricant de missiles Matra, Jean-Louis Gergorin, l'homme qui, en 2002, a introduit Imad Laoud auprès du général Rondeau. Le contexte international évoluait. Cette guerre froide auquel j'avais participé aux premières loges était en train de se terminer. Gorbatchev agissait très vite et on voyait très bien qu'on allait vers une détente et vers un dégel. Et donc, dans ce contexte, il fallait s'attendre à une diminution aussi des budgets de la défense. La chute de l'Empire soviétique a amené les démocraties occidentales à engager un désarmement réel et donc à baisser leur budget de défense. Thierry Gadot,
journaliste et écrivain. Il n'y a plus de grands contrats exportation, et puis les caisses des États sont vides du fait de la crise économique. Donc les restructurations sont obligatoires. Dans les années 90, la France est le 3e exportateur d'armes au monde. Elle ne veut pas perdre sa place. À l'époque, une vingtaine de groupes industriels se répartissent le marché de la défense. 2 hommes se démarquent des autres et veulent dominer cette restructuration. Ils ont des relais très puissants dans l'entourage de François Mitterrand, alors président de la République. Le premier est l'homme pour qui travaille Jean-Louis Gergorin. Il s'appelle Jean-Luc Lagardère. Il dirige le groupe privé Matra. Il a 62 ans. C'est un des symboles du capitalisme à la française. C'est un personnage en soi exceptionnel. C'est un personnage qui est parti de rien, qui était un petit ingénieur chez Dassault, qui a été débauché par Matra. Jean Guinel, journaliste et écrivain. Et qui, en 15 ans, a multiplié le chiffre d'affaires de sa maison par 20. Il a eu un coup de génie, c'est qu'il a racheté Hachette, il est rentré dans la presse. Éric Routier, journaliste et écrivain. Donc presse, pouvoir politique, relations. Matra, qui était une simple petite entreprise qui fabriquait des bombes, point barre, il a dû en faire un groupe industriel puissant. Enfin bon, c'était quand même un fabricant de bombes, faut pas oublier. C'était ça le fonds de commerce. Vous savez, c'est cette caractéristique très française où on a des gens qui sont à la fois dans les médias et dans l'armement, qui sont donc à la fois dans le monde de l'information et dans le monde des contrats d'État et des ventes d'armes et tout ça. Et donc, évidemment, moi, Lagardère, c'est quelqu'un que je regarde de près. Le deuxième homme qui ambitionne de conduire la restructuration de l'armement français est celui qui intéressera tant Imad Laoud, Alain Gomez, le charismatique président du groupe public Thomson. Il a 52 ans. C'est un des symboles des nationalisations de 1981. Alain Gomez est un personnage très séduisant, très controversé, plein d'aspérité, très original. Il a commencé comme parachutiste, il est rentré chez Saint-Gobain, il a une arc, il est un personnage très, très, très étonnant, actif, séduisant les politiques, séduisant les femmes. Enfin, suivant les idées un peu répandues, quand on est parachutiste, on n'est pas de gauche. Roland Poinard, avocat d'Alain Gomez. Quand on fréquente M. Chevènement, qui est un de ses meilleurs amis, on n'est pas parachutiste. Voilà. Bon, il est les deux en même temps. Et puis il a été nommé parce qu'il était de gauche. Éric Routier, journaliste et écrivain. Parce qu'il était copain de Chevènement, à la tête de Thomson CSF, qui vient d'être nationalisé. Il ne s'intéresse qu'aux militaires, les grands contrats, les relations avec les princes arabes et étrangers, les dessous de table, les combines, les services secrets, les politiques, les rapports avec les politiques. Là, il est bon. Enfin, il est bon, selon les critères de l'époque. Il a rendu tellement de services aux politiques, il a été renouvelé 4 fois, je crois, et tout laisse à penser, parce que c'était le cas à l'époque de toutes les entreprises d'armement, que Thomson CSF a largement contribué au financement de la politique. Et donc, il adorait, il était comme un poisson dans l'eau, dans la défense et dans la politique, c'était son fonds de commerce, c'était ce qu'il aimait, ce monde étrange qui fascine, effectivement, qui peut être fascinant. C'est le monde sulfureux, il y avait que ça qui l'intéressait. La télé et les frigos, c'était pas son truc. On voit bien qu'il y a 2 systèmes qui se mettent en place à la fin des années 80. Thierry Gadeau, journaliste et écrivain. Il y a le système autour de Thomson, et qui va donner lieu à tous les scandales de rétrocommission en France. Et il y a le système Lagardère, qui, pour le coup, a été assez épargné par ces scandales-là. Donc c'est que, quelque part, il n'était pas partie prenante. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est ça, quoi. C'est que, manifestement, Lagardère ne voulait pas rentrer dans ce système où on payait, où on faisait revenir de l'argent pour financer la vie politique en France. Il semblerait que Thomson, CSF, que Gomez, dans ses rapports avec les politiques, soit dans le hard, c'est-à-dire je finance, et alors que Lagardère était plus dans le soft, comme on le pratique aujourd'hui. J'ai un tel est mon copain, j'ai des journaux, vous pouvez pas me faire ça, chantage non exprimé, rapport de force et tout ça. Il était dans la connivence soft, mais souvent plus efficace.
le soft façon Lagardère lui a joué de mauvais tours à la fin des années 80. Jugé peu fiable par les Chiraciens, il a perdu la bataille de la privatisation de TF1 contre Francis Bouygues. Misant à fond sur les médias, il croit solidifier son pouvoir d'influence en rachetant la 5, la chaîne de Berlusconi. Un an plus tard, en 1992, la 5 accuse un déficit de 3,5 milliards de francs. C'est la faillite pour la chaîne, Hachette vacille et Jean-Luc Lagardère avec. Chez Thomson, Gomez sait que son heure est venue. Lagardère à court de trésorerie, Gomez va pouvoir devenir le leader de la restructuration du secteur. Dans cette période difficile, Lagardère, comme les autres vendeurs d'armes, découvre un nouvel Eldorado. Aux antipodes, une petite île dispose de la plus grande réserve de devises au monde. Taïwan est une quasi-colonie américaine. Mais à l'aube des années 90, elle voit son ennemi, la Chine, devenir la grande puissance tant redoutée. Taïwan ouvre son marché militaire aux Européens et décide de se surarmer. Et grâce à cela, Lagardère va se sauver de la faillite. Il se trouve que début novembre 1992, l'industrie d'armement française a bénéficié d'un énorme contrat. Jean-Louis Jacorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Mais qui au départ n'a pas été annoncé et maintenu dans le secret le plus rigoureux. C'est le contrat de la vente d'avions à Taïwan. Il s'agissait de la vente de 60 avions Mirage 2000 à Taïwan, accompagnés de radars Thomson, avec une propulsion Snecma et des missiles Matra. Il y a 4 industriels concernés, comme toujours pour les contrats de vente d'avions. Jean Guinel, journaliste et écrivain. Mais ça doit fonctionner dans une enveloppe de 30 milliards. Dans cette enveloppe de 30 milliards, il y a, mettons, 1 milliard, peut-être 1,5 milliard prévu pour les armes, pour les missiles, fabriqués par Matra, par Lagardère. Suivant une règle absolument constante, Jean-Luc Lagardère a refusé de rentrer dans un dispositif commercial supervisé par les autres industriels, que ce soit Thomson ou Dassault. Et alors, il se passe un truc qui n'est pas prévu du tout. C'est que le vendeur de missiles de Lagardère, qui est un champion du monde du commerce, qui s'appelle Jean-Paul Guth, va réussir à faire passer la commande de missiles des Taïwanais de 1,5 milliard à 11 milliards d'euros. Dans la nuit. Mais du coup, comme vous nous dites que c'est... Alors attendez, j'ai pas fixe. Comme l'enveloppe est fixe. L'enveloppe est fixe. De 30 milliards. Donc au départ, il devait y avoir 29 milliards pour ce qu'on appelle la cellule, le moteur et l'électronique, et 1 milliard pour le missile, je schématise. Après le passage de Guth et le truc de... Voilà, et voilà, il reste 20 milliards pour les autres, et il y a 10 milliards pour Matra. C'était absolument pas prévu comme ça. La haine inexpiable, à l'intérieur du système d'armement français, entre notamment Lagardère et les autres, mais surtout Thomson, elle naît de là. C'est vraiment... C'est comme au poker, j'ai mon tapis. Bon, vous n'avez pas le choix, allons-y. Donc c'est violent. Et donc, mais nous, on ne voit pas ça, les journalistes. Ça va provoquer un clash immense, parce que ce contrat, il ne l'aurait jamais eu si Alain Gomez, le patron de Thomson, et Serge Dassault n'étaient pas allés à Taïwan pour le négocier. Donc les deux acteurs, Gomez et Dassault, sont fous de rage. Lagardère, lui, fait la fête parce que ce contrat, dont une partie, 3 milliards, est payé cash à la signature, lui permet de quasiment effacer les dettes de la 5 qui menacent de faire tomber tout son empire. Ces 3 ou 4 milliards cash, c'est le pognon de la faillite. Donc Lagardère est sauvé, Matra est sauvé, c'est génial. Lagardère fusionne toutes ses activités, l'armement et la presse, en 1992. Il crée ainsi le groupe Lagardère. Et à partir de ce moment-là, chez Alain Gomez, le patron à l'époque de Thomson, on se dit ça suffit quoi. Maintenant, il faut se débarrasser de Lagardère. De fait, Thomson en a les moyens. La fusion Matra-Hachette aurait été réalisée au détriment des petits actionnaires de Matra. Secret défense,
le fabuleux contrat taïwanais n'est pas encore apparu dans les comptes, et il suffirait que quelques actionnaires en soient informés pour qu'une action en justice pose des problèmes insolubles à Jean-Luc Lagardère. Un mystérieux avocat sino-américain entre alors en scène. Il est réputé proche de la CIA. Il s'appelle William Lee. Il dépose plainte contre Lagardère au nom de 9 petits actionnaires. Parallèlement, aux 4 coins du monde, une campagne de presse dénigre Lagardère. Enfin, des lettres de dénonciation anonymes parviennent à la commission des opérations boursières. Dans des documents apparus bien plus tard, on découvrira que cette opération porte un nom. Couper les ailes de l'oiseau. Il n'y en a qu'un seul qui dit « On est en train de se faire attaquer. Il y a quelqu'un qui est en train de manipuler le monde autour de nous pour avoir notre peau. » Et cette seule personne, c'est Jean-Louis Gergorin. Mais personne ne le croit. Personne ne le croit. Il va décider, à cette époque-là, d'enquêter sur tout ce réseau d'ennemis que lui voit comme ennemi de Jean-Luc Lagardère pour savoir quel est le prochain mauvais coup qu'il prépare. Il venait chez moi, et avant toute chose, il enlevait les batteries des téléphones portables, il allait sur mon téléphone fixe, il enlevait la prise, mais il démontait tout, et puis il racontait des trucs, et puis quand c'était fini, et puis minuit, il partait, il remontait tout, il partait. Il était convaincu d'être écouté du matin au soir par toutes les forces occultes du monde entier. Mais il était sympa, enfin je veux dire qu'il était drôle. Jean-Louis Gergorin, en stratège, doit esquiver les coups, les agressions et les tentatives d'OPA sur le groupe. L'énarque prend son rôle très à cœur, protéger son mentor Lagardère et son empire. Nous sommes en 1994 et tous les soupçons de Jean-Louis Gergorin convergent vers William Lee. Une seule question subsiste. Pour qui travaille-t-il ? Ça a été toute la difficulté de la justice de comprendre son rôle. Thierry Gadot, journaliste et écrivain. Parce qu'il a une double casquette. Pendant de longues années, les services, et chez Lagardère, on était persuadé qu'il agissait en fait, in fine, pour le compte des industriels américains. Et M. Lagardère a été convoqué à Matignon par le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur. Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Qui le reçoit et qui lui dit « Écoutez, c'est une affaire très grave, c'est les intérêts taïwanais, c'est probablement les Américains qui essaient de nous déstabiliser à Taïwan, faites très attention, il faut vraiment que vous voyiez les patrons des services de renseignement pour vous prémunir contre cette attaque. » Donc, mais dans la tête d'Édouard Balladur, il s'agit d'une attaque américaine. Oui, à ce moment-là, et je pense qu'il n'en a strictement aucun doute. Le futur président Clinton avait fait campagne sur le thème que l'Amérique devait arrêter de se laisser humilier par les pratiques commerciales jugées non compétitives de l'Europe et du Japon. Matignon suit l'affaire de très près et demande à la DST d'enquêter sur William Lee. Après 7 mois d'enquête, la piste d'une possible mission donnée par les Américains à Lee ne semble plus crédible. Ce qu'on a surtout découvert, Raymond Nard, ancien directeur adjoint de la direction de la sécurité du territoire, c'est que l'activité de ce monsieur se situait dans le cadre on peut dire d'une concurrence, sinon d'un conflit entre les deux groupes d'armement français, d'une part Thomson et d'autre part Matra. Nous découvrons ce que personne ne nous avait dit à l'époque, que William Lee est un avocat de Thomson. L'affaire est donc franco-française. Les actions de William Lee vont s'arrêter là. L'avocat sino-américain va quitter la France de toute urgence. On est en pleine campagne terrible entre Balladur et Chirac, que tous les coups sont permis, et William Lee est quelqu'un qui savait énormément de choses. Quelqu'un du ministère de l'Intérieur avait dit à son correspondant de l'ambassade américaine que William Lee risquait sa vie s'il restait à Paris. Que s'il ne quittait pas immédiatement le territoire français, sa sécurité physique était en jeu. Il adresse à la fois à Lagardère et à Gomez une lettre absolument extraordinaire où il dit «
je vous considère comme personnellement responsable de ma sécurité. Et Lagardère et Gomez. Et il dit que la France est une république bananière. Et à ce moment-là, nous sommes prévenus qu'il y a un véritable contrat qui a été confié, on ne sait pas trop par qui, à des triades chinoises sur William Lee à l'occasion de son voyage en Asie. Pour moi, c'est la pire des choses qui puisse arriver, c'est que William Lee, qui est notre adversaire officiel, puisse être l'objet d'un assassiné. À la fois sur le plan humain, je l'avais trouvé sympathique et tout à fait estimable, et en plus on porterait le chapeau. Et donc résultat, on fait fuir l'information, donc il ne lui arrivera rien. Je ne sais pas si tout ceci était bidon pour l'intimider ou s'il n'y a jamais eu quelque chose, mais ça vous donne une idée du climat qui existait à l'époque. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Il y a eu du chantage. Éric Routhier, journaliste et écrivain. Tout ce qu'on peut imaginer de plus sordide a été utilisé entre ces deux groupes prestigieux pour se détruire l'un l'autre. C'est la France, ça. Jacques Chirac n'a qu'une idée en tête, se payer tous les baladuriens, tous ceux qui ont aidé Édouard Balladur dans sa campagne présidentielle. Thierry Gadeau, journaliste et écrivain. Et parmi ceux qui payent l'addition, il y a Alain Gomez. Gomez, qui avait été renouvelé par le gouvernement Balladur, dans les circonstances qui avaient donné lieu à beaucoup de bruit, se voit convoqué pour un petit déjeuner par Alain Juppé, Premier ministre, qui lui annonce qu'il est révoqué de ses fonctions. Il croit qu'il y va pour continuer et il est renvoyé en 10 minutes. Il est sidéré, il a envoyé son chauffeur chercher, emmener ses enfants à l'école en disant « je vais repasser dans une demi-heure ou une heure ». Il se retrouve sur le trottoir de Matignon, sans chauffeur, sans rien, parce que les enfants sont à l'école. Gomez était perçu comme proche d'Édouard Balladur, comme ayant contribué à son financement. Et c'est la raison, moi j'ai un témoin de la réunion où le remplacement de Gomez a été décidé, indique que la décision a été prise sur cette optique. C'est un choc énorme pour lui. Alors quelques jours, quelques semaines après, je ne me souviens plus exactement, je rentre en contact avec lui et il me donne rendez-vous au Café de la Paix. Je me souviens, à la place de l'Opéra. J'arrive, je m'assois, je vois quelques personnages très film américain des années 30, avec derrière des journaux comme ça. Et l'un d'entre eux baisse son journal, c'est Alain Gomez, il me dit « suivez-moi » et on va derrière le Café de la Paix, on suit une espèce de labyrinthe et on se retrouve dans une chambre d'hôtel sans être sorti. Je lui dis « mais pourquoi avez-vous été évincé comme ça ?» Et il me dit cette phrase dont je me souviendrai tout le temps. C'est parce que j'ai beurré les 2 tartines, mais j'ai oublié le jambon. Et donc la vengeance a été immédiate. Il a financé, il me reconnaît par cette phrase, qu'il a financé les socialistes d'un côté, les baladuriens de l'autre. Il n'est pas regardant, hein, Gomez. Et s'il avait su deviner que Chirac allait gagner, il aurait bien entendu financer Chirac. C'était pas du tout. Il n'y a aucun caractère politique là-dedans. Donc voilà. J'ai beurré les 2 tartines, j'ai oublié le jambon, j'ai payé. Et puis, on a discuté 5 minutes, on s'est séparés, je ne l'ai jamais revu. En dehors de cette phrase-là, il n'a jamais rien dit. Jamais, à personne. L'histoire parfois bégaye. Il avait oublié le jambon. Vous venez d'écouter l'affaire Clearstream. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Manipulation, une histoire française est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami de Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Yami de Production, réalisée par Jean-Robert Vialet et écrite avec Pierre Péan, Vanessa Ratignier et Christophe Nick. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.